أعزائي المشاهدين عزيزتي المشاهدات السلام عليكم ومرحبا بكم في برنامج Femmes au pluriel على قناة Maghreb TV. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Femmes au pluriel. Alors Femmes au pluriel aujourd'hui sera consacrée à notre invitée qui est Madame Saliha Raïs. Saliha Raïs est politologue de formation, bientôt juriste en droit social. Elle est aussi de profession conseillère du premier vice-président, collaboratrice du premier vice-président du Parlement bruxellois, Monsieur Fouad Ahidar. Madame Saliha Raïs, nous allons parler enseignement. Nous allons tenter de répondre à quelques questions qui sont: quels sont les droits des étudiants finalement? Qu'est-ce qu'on appelle un recours? Qu'est-ce que c'est qu'un règlement d'ordre intérieur? Et surtout, quelle est la responsabilité des parents dans le suivi scolaire de leurs enfants? Bonsoir Madame Saliha. Bonsoir, je tenais à vous remercier pour cette invitation. Il est exact qu'on va aborder le sujet de l'enseignement pour la région de Bruxelles-Capitale. C'est un sujet assez vaste, mais on va essayer de tenter d'apporter des réponses très claires aux différents points que vous venez d'évoquer, notamment le droit des élèves. Qu'est-ce qu'est le droit des élèves? Il faut savoir qu'à la base, le droit des élèves n'était pas vraiment pris en considération dans la législation belge. Il y a eu du changement depuis ces dernières années, etc. Je vous coupe, Madame Saliha, pour faire peut-être connaissance avec vous, avec vous-même. C'est-à-dire, je sais que vous êtes d'origine marocaine, mais encore Saliha. Donc, je suis d'origine marocaine. Je préfère le terme berbère. Je viens de la région de Nador. Je suis originaire de la région de Nador. Je suis née en Belgique. J'ai passé toute ma vie dans la commune de Molenbeek, qui suscite toujours beaucoup d'intérêt dans les médias. Mon parcours scolaire s'est fait dans l'enseignement néerlandophone, donc je suis parfaitement bilingue. C'est une chance, c'est une opportunité. C'est une opportunité claire et nette pour travailler dans Bruxelles, exactement. On le remarque aujourd'hui assez souvent. J'ai débuté dans les écoles, on dit poubelle, les écoles communales à Molenbeek. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une école poubelle, Saliha? Une école poubelle, c'est en quelque sorte une école qui est fortement fréquentée par des personnes d'origine étrangère et qui, selon les personnes qui utilisent ce terme, feraient en sorte de baisser le niveau scolaire de cette école. Bien sûr, à tort, vu que le contraire... je suis la preuve que cela n'est pas du tout vrai, vu que j'ai pu poursuivre mes études dans un collège et ensuite passer le cap de l'université. Donc, alors vous êtes en pleines études encore, juriste, oui, tout à fait. En droit social. Comment est-ce que vous avez, pourquoi est-ce que vous avez suivi cette formation en plus de votre formation de politologue? C'est une envie peut-être personnelle de toujours apprendre plus et aussi de pouvoir répondre aux problèmes qu'on rencontre tous les jours. Donc j'ai cette possibilité, l'honneur de pouvoir travailler pour le premier vice-président du Parlement bruxellois qui est M. Fouad Ahidar, que je salue par la même occasion. On rencontre des cas bien précis, donc M. Fouad Ahidar tient des permanences sociales et on rencontre des cas multiples. Donc avoir une expertise au niveau juridique, notamment dans le droit social, me permet de répondre plus efficacement aux besoins de ces personnes-là, notamment qu'on rencontre tous les jours, comme je viens de le dire. Alors les dossiers que vous prenez justement, que vous étudiez, que vous essayez, auxquels vous essayez de répondre, c'est tous les dossiers qui concernent l'enseignement. Donc c'est un grand mot, c'est toute la scolarité, les différents niveaux de cours, c'est le rapport avec les étudiants eux-mêmes, mais aussi avec les parents, les professeurs et tout ça. Alors peut-être vous allez nous éclairer sur comment est-ce que ça fonctionne. En matière de droit, Madame Saliha Raïs, est-ce que les étudiants, est-ce qu'il y a des droits, des lois qui régissent tout le fonctionnement par rapport à un étudiant, à un enfant? Il y a effectivement des droits qui reviennent aux étudiants. Et il y a tout d'abord des obligations que les élèves doivent remplir, mais aussi ces fameux droits. Bon, c'est quoi les droits que bénéficieraient ces élèves? Ce sont tout d'abord des droits individuels, mais aussi collectifs. Donc, ça passe du respect, du droit à la parole, du droit d'être écouté, d'être encadré, etc. Donc, c'est très, très vaste.
Ce qu'il faut certainement retenir dans cela, c'est que ces droits-là sont regroupés dans le règlement d'ordre intérieur. En quelque sorte, c'est la Bible des parents et des élèves pour se retrouver dans le système scolaire où les parents ou l'élève a fait le choix de parcourir sa scolarité. Donc, il faut, avant de s'engager, avant de signer un contrat, de se lier avec une école, il faut examiner de très très près le règlement d'ordre intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est un règlement d'ordre intérieur? Le règlement d'ordre intérieur. Par qui est-ce qu'il est régi? Donc, il est régi par l'établissement scolaire et ensuite, il est, disons, contrôlé par l'échevin de la commune ou ça va même par la communauté française pour voir s'il répond aux normes établies par les communautés respectives. Donc, il y a tant les communautés néerlandophones que francophones. Donc, c'est au cas par cas. Certaines écoles vont décrire certains critères autrement que d'autres écoles. C'est pour ça que je répète... un règlement d'intérieur peut être différent d'un établissement à un autre. Selon la différence, selon la conception des choses, etc., selon le public qu'on dispose, une école catholique va rédiger un règlement d'ordre intérieur autrement qu'une école publique. Exactement. Donc, il faut faire très, très attention dans le sens où, si certaines personnes ont des conceptions autres religieuses, culturelles et autres, il faudrait vraiment faire attention où on met les pieds et de ne pas se sentir un peu piégé à la fin. Donc, je conseille toujours vivement aux personnes de faire très, très attention. Donc, est-ce qu'un parent peut demander à avoir le règlement d'ordre intérieur avant d'inscrire son enfant? C'est une obligation. C'est une obligation et en plus, il est disponible sur tous les sites web. Normalement, les établissements scolaires aujourd'hui obligatoirement un site web, donc on peut le consulter en ligne. Mais ça fait partie d'une des conditions pour inscrire un élève. Exactement. Alors, je sais que ce règlement et cette différence de critères d'un établissement à un autre pose problème, surtout dans les communautés maghrébines et musulmanes, entre autres. C'est par rapport, par exemple, à la question du voile, à la question de la jupe longue ou trop longue. C'est régi dans un règlement? C'est très bien que vous me posez la question, surtout au niveau de cette fameuse longue jupe qui a fait fureur ces derniers temps. Donc, c'était avant les vacances scolaires qu'il y a eu ce fameux... On va peut-être rappeler le contexte. Donc, ça s'est passé à l'école, l'Institut de mode couvreur à Mille-Bruxelles, où... au début, une élève a été renvoyée de l'école pour le simple fait qu'elle portait, selon eux, une jupe trop longue et de couleur foncée, qui leur donnerait l'impression que c'était une revendication religieuse. Donc, tenez-vous bien. Extérieur. Exactement. Oui. Le fait de porter une jupe pourrait laisser prétendre qu'on fait partie à une certaine religion, notamment la religion musulmane. Donc, suite à cela, un groupe de filles, dont ma petite sœur, se sont regroupées en disant « mais c'est totalement absurde, soyons solidaires et portons tous une belle longue jupe ». Et allons à l'école, vu qu'il n'y avait au préalable rien dans le règlement scolaire qui n'interdisait le port de la jupe. Soyons clairs. Suite à cette action-là, ils ont été remballés. C'est-à-dire qu'à 8 h du matin, des jeunes filles mineures et majeures ont été remballées, c'est-à-dire qu'ils étaient sur l'espace public, livrés à eux-mêmes, ce qui est fortement interdit, vu que les parents n'ont pas été prévenus et que les jeunes filles se sont trouvées dans l'embarras. Suite à cela, ma sœur m'a contactée pour que je vienne un peu évaluer la situation. Une prise de contact a été demandée avec la direction qui a refusé catégoriquement de nous recevoir, de me recevoir. Suite à cela, on a mis en place tous les outils possibles pour arranger cette situation, c'est-à-dire porter plainte, contacter le Centre d'égalité des chances, le CCIB, et aussi l'échevine concernée donc, de l'enseignement de Mille-Bruxelles. Donc c'était tout un remue-ménage qui au final a abouti, mais je tiens à le préciser encore aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'amertume et de comment dirais-je, je me sentais un peu démunie face à cette situation. Impuissante. En fait, c'était le désarroi de ces jeunes filles qui m'a boostée en me disant mais je dois les défendre à tout prix. Donc il faut savoir qu'on était une 50aine au début et à la fin on s'est retrouvé avec 100 jeunes filles. Ces jeunes filles-là se sont battues. Je tiens à saluer leur courage parce que c'était durant une période très stratégique, c'est-à-dire qu'un avis a été remis à ces jeunes filles à la veille des examens.
Donc, c'était un moment stratégique, c'est-à-dire qu'il savait qu'il n'y allait pas avoir de retour ou de proteste, vu que c'est à la veille des examens que les jeunes filles allaient se plier aux conditions. Et finalement, la nouvelle direction s'est heurtée à un regroupement de forces de ces jeunes filles. Et, alhamdoulilah, ça a porté ses fruits. Et les fruits, c'est quoi? C'est qu'elles ont réintégré l'établissement avec leurs jupes. Avec leurs belles longues jupes. Elles ont gardé leurs jupes. Il y a eu quand même une bonne réaction de l'opinion publique, une certaine une solidarité. Une indignation totale, une solidarité. Plusieurs personnes ont pris position à ce niveau-là. On a vu des belgo-belges portant des longues jupes. Oui. Exactement. Enfin, ils ont été quand même victimes de sexisme et des discriminations. Leurs droits ont été clairement bafoués. Il faut oser le dire parce qu'on a essayé d'étouffer l'affaire. Il faut aussi le dire. On a essayé de minimaliser l'affaire et d'où l'importance du règlement d'intérieur. Donc, il faut vraiment le connaître, l'analyser vu qu'ils étaient dans leur droit le plus cher. C'est-à-dire que le règlement ne stipulait rien à ce niveau-là. C'est ça qui les a sauvés au final et c'est ça qui a prévalu sur la situation. Est-ce que finalement l'année prochaine, cet établissement ne va pas ajouter ce critère C'est ce qu'on est en train de suivre de très près. Donc l'affaire n'est pas close vu qu'une plainte a été introduite au Centre de l'égalité des chances et on attend un compte-rendu à ce niveau-là. Donc comme vous venez de le mentionner, c'est vrai qu'il risquerait qu'à long terme, un change. Exactement. Mais je voulais mentionner le fait que j'ai été contactée suite à cette victoire, parce qu'on peut appeler ça une victoire. D'autres jeunes filles m'ont contactée via Facebook, via mail, en me disant mais écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas nous sauver? Donc ils ont vraiment utilisé le mot sauver parce que nous, dans tel établissement, on nous prive également de ce même droit. Donc c'est un fléau, c'est une gangrène qui est en train de ronger plusieurs établissements ici à Bruxelles. Donc ces jeunes filles, c'est un appel à se regrouper, à faire prévaloir leurs droits, donc le plus cher. Voilà. Donc des discriminations, il y en a. Oui. Est-ce qu'on est tous égaux dans l'enseignement? Est-ce que tous les étudiants sont égaux, qu'ils soient de cultures différentes, filles, garçons, par rapport à la mixité? Est-ce qu'il y a une égalité qui est la règle générale d'un établissement? J'aimerais tant vous répondre oui. J'aimerais tant vous répondre oui, mais malheureusement, jour après jour, je me rends compte que ceci est une utopie. Une étude a été récemment publiée par un prof d'université d'Anvers qui prouvait avec étude à l'appui qu'en fait une discrimination claire et nette est faite entre plusieurs catégories, ne serait-ce qu'entre filles et garçons ou même entre des personnes d'origine étrangère. Donc la discrimination existe réellement. Dans l'enseignement? Dans l'enseignement, dans les différentes formes d'enseignement. Donc, je ne vais pas commencer à mettre des catégories, mais dans les différentes formes qui existent, la discrimination est là. Et les parents et les élèves, ils sont malheureusement trop souvent impuissants. Alors, vous avez parlé d'une procédure, vous avez porté plainte. Exactement. Peut-être rappeler quels sont, quand un parent se trouve, son enfant est devant un fait de discrimination, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Dans un premier temps, il est toujours conseillé de prendre directement contact avec la direction ou le PMS. Ça, c'est le premier pas à franchir. Donc, ça dépend où la discrimination se situe. À l'intérieur de l'école. Exactement. C'est-à-dire aller au centre PMS, spontanément. voir une assistante sociale. Tout à fait, exactement, spontanément. Ensuite, dans certaines écoles, normalement dans la majorité des écoles, il y a un service de médiation scolaire au sein de l'établissement même qui va essayer de tenter de concilier la situation, mais ce n'est pas toujours évident, je vous le dis clairement, ce n'est pas toujours gagné, disons cela. Les parents en sortent souvent frustrés, donc la seconde étape, il faut savoir qu'on a un délégué général aux droits de l'enfant qui lui aussi peut intervenir dans des dossiers périlleux, donc il peut se saisir de l'affaire et se dire, ben voilà, je prendrai le dossier en charge et pourrait porter plainte au Centre de l'égalité des chances. La finalité, c'est que vraiment, il faut saisir le Centre de l'égalité des chances. Donc, il faut absolument avoir ce réflexe dans des cas de discrimination, de racisme, de xénophobie, etc. Il faut absolument saisir le Centre de l'égalité des chances. En tout cas, les dossiers sont bien étudiés. C'est pas parce qu'on n'a pas étudié sa leçon et qu'on a 0 et qu'on dit le prof est raciste
Il y a des critères bien définis, donc on a l'impression, il y a un petit fléau qui ont un peu trop tendance à se victimiser, mais à côté de cela, il y a des vérités absolues. On a des cas de racisme clair et net au sein de l'enseignement, et là, on est parfois, j'ai beaucoup de parents qui maintenant ont cette tendance, et heureusement, de prendre un avocat et de dire, écoutez, si toutes les étapes qui ont été mentionnées ici ne portent pas de fruits, nous on prend un avocat. Il faut aussi savoir qu'un avocat, c'est pas donné, et que se saisir de l'affaire, ça peut être tiré en longueur. Mais bon, si ça peut permettre en tout exactement cas une certaine égalité. Tout à fait, pourquoi pas, exactement. Oui. Est-ce que c'est dans le cadre de votre métier, de votre profession, c'est-à-dire, je sais que vous êtes collaboratrice d'un parlementaire, du premier vice-président, donc Monsieur Fouad Haïdar, est-ce que vous est spécialisé dans l'enseignement? Oui, tout à fait. Vous êtes à plusieurs et vous vous occupez de l'enseignement. Est-ce que vous avez beaucoup de dossiers Malheureusement, on en a beaucoup trop. C'est devenu... Les plus récurrents, à part le problème de la jupe. Le recours. Les recours, on a des problèmes, on a des parents qui ne savent pas comment s'y prendre, des élèves aussi qui sont perdus, qui sont victimes d'injustice, donc ils ne savent pas déjà. Alors qu'est-ce que c'est justement, Madame Raïs, un recours? Dans quel cas est-ce qu'on peut dire je fais un recours? Introduire un recours, c'est suite à la décision du conseil de classe, suite aux examens ou prestés, de pouvoir dire non, je ne suis pas d'accord avec la décision qui a été prise, et je pense avoir été cotée de manière injuste, ou bien de dire que non, je voudrais tout simplement passer dans la classe suivante, dans telle branche, etc. Un recours, il faut savoir, réussit dans certains cas, c'est-à-dire que le conseil de classe se regroupe. C'est quoi un conseil de classe? Donc c'est la direction et les professeurs qui se regroupent et qui vont se pencher du dossier, et qui vont délibérer une deuxième fois, parce que d'abord ils émettent un avis, donc la deuxième fois ils vont délibérer à nouveau. Et en quelque sorte, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire qu'ou bien on maintient le premier avis, ou bien on se dit, parce que faire un recours, c'est-à-dire qu'il faut écrire une lettre en donnant des pistes, des arguments valables pour dire, finalement, c'est vrai qu'on devrait revoir son cas. Quelles pistes, quels arguments mettre en avant? C'est vrai que j'entends un peu de tout. Faut pas inventer des choses, parce que dire que oui, mais ma grand-mère était malade, etc., c'est ce que j'entends le plus souvent, et ça ne passe pas. Il faudrait vraiment des arguments plausibles, valables, et dire que voilà, j'ai l'impression qu'on m'a coté de façon injuste, ou dire que oui, mais vous n'étiez pas au courant que j'étais malade, etc., etc. Donc il faut vraiment bien motiver son recours. Bien argumenter. Exactement. C'est essentiel. Ça, c'est le recours interne. Ensuite, il y a le recours externe. Ça, c'est pour être délibéré encore une fois. Exactement. Est-ce qu'on peut demander à l'étudiant, à l'élève, de repasser des examens, par exemple? Oui, c'est une des décisions que le conseil de classe pourrait prendre, éventuellement lui donnant des examens de passage ou des devoirs en plus. Donc, avant d'être de nouveau délibéré. Tout à fait, oui. Ensuite, il y a le recours externe. Ce ne sera plus le conseil de classe qui va examiner le dossier de l'élève même, mais ce sera une autre instance qui va juger si la situation ne devrait pas disposer d'un autre avis que le conseil de classe. Donc, à nouveau, la machine va se remettre en marche. Il faut à nouveau introduire une lettre et argumenter d'une autre façon, parce que le conseil de classe, ce sont les professeurs et la direction, mais l'instance externe ne connaît pas l'élève. Donc, il faudra vraiment argumenter cela de manière très, très, très pointilleuse. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes qui ne savent pas trop chez qui se diriger et comment faire. Il faut savoir justement, on vient chez vous. Oui, on vient chez nous. On vient chez vous, on rencontre Madame Saleha et on lui demande aidez-nous à faire un recours. Quelles sont les situations les plus récurrentes qui reviennent et qui ont vu une belle issue ou une bonne issue, et celles qui n'ont pas abouti?
La plupart du temps, il faut aussi savoir qu'un recours, il y a un timing très précis, c'est-à-dire qu'ils ont souvent, je sais que depuis 2012, l'école a l'obligation de donner 2 jours pour pouvoir introduire un recours. La plupart du temps, c'est 3. Donc, c'est vraiment limite. Donc, les parents viennent souvent le 2e jour chez nous en panique. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc, si on peut saisir du dossier, on écrit nous-mêmes le recours, on conseille les parents et l'élève. Il faut aussi bien voir le bien de l'élève parce que ce n'est pas toujours positif d'introduire un recours. Il faut aussi voir la vérité en face. L'élève a beaucoup de lacunes, etc. Si on ne peut pas le rediriger, on conseille les parents à ce niveau-là. Mais si on doit vraiment se saisir de l'affaire, on écrit le recours et on accompagne l'élève jusqu'au bout, en fait. Donc, c'est très intensif. Vous me direz, oui, mais... Et vous veillez à quoi quand vous dites, voilà, ça, c'est une affaire que je pourrais ou qu'on pourrait, qui est défendable, On analyse en fait le dossier de fond en comble, donc on regarde vraiment si ça vaut la peine dans le sens où qu'on voit une injustice flagrante et c'est la majorité des cas où qu'on voit qu'il n'y a pas d'argument parce une injustice, c'est quoi, Madame Une injustice, pour un point, on va faire redoubler l'enfant. Pour un seul point, alors qu'on voit que toute l'année, l'enfant s'est bien prouvé, que le comportement est irréprochable, on va le défendre si c'est ce maudit point qui manque. Je ne vois pas pourquoi gâcher la scolarité de ce jeune homme ou cette jeune fille. Donc ça, c'est souvent ce qui revient. Ce qu'on a aussi, c'est qu'on veut carrément mettre des élèves en technique. Pourquoi? Vous me direz, les profs ont clairement décidé ou voient en lui quelqu'un qui pourrait faire une profession technique dans ce domaine-là. Et ne pas suivre un cursus général. Non. Donc j'ai eu ce qu'on appelle les rénovés. Tout à fait. J'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça. Donc un jeune homme, 5e année, donc général. On lui émet un avis qui devrait aller en technique. Donc, il lui manque plus qu'une année. On lui conseille d'aller en technique. Je n'ai pas trop compris, en fait. Et là, on a introduit un recours en disant clairement qu'il n'était pas question. Est-ce que l'établissement est en droit d'obliger l'étudiant à suivre les techniques plutôt que les générales? Obligé, non. Conseiller, oui. Mais quand vous avez tout un conseil de classe qui vous dit c'est ou bien technique ou bien... de redoubler son année, on se retrouve face à un dilemme. Donc parfois, c'est vraiment mettre les gens au pied du mur et la plupart des personnes vont en technique, malheureusement. Donc voilà. Maintenant que vous avez étudié le dossier, que vous savez, est-ce que vous pouvez confirmer le constat que on a, les situations que vous avez décrites, c'est-à-dire faire redoubler ou réorienter un étudiant, ça s'est vraiment beaucoup passé cette année? Cette année, oui, je peux clairement l'affirmer. Il faut savoir que c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. On a connu ça depuis les années 80, 70, que la vague immigratoire venait ici, qu'on mette les enfants de la première vague immigratoire, on leur conseillait d'aller en couture ou mécanique. Donc, on voit ce phénomène se répéter. Donc, dire, je vais pas dramatiser la chose, ça va beaucoup mieux. Ça, c'est la politologue qui s'exprime. Qui s'exprime, qui analyse. Oui, exactement. Ça va beaucoup mieux, mais... toujours pas assez, ça faut être clair. Et c'est dramatique, c'est honteux de voir qu'aujourd'hui, ces mêmes phénomènes-là se répètent. Voilà, donc oui. Peut-être... c'est un appel dur et fort à cesser immédiatement toutes ces politiques, c'est pas d'exclusion, oui. Voilà, c'est ça qui... Vu qu'on parle d'un taux de chômage assez criant, écoutez, si on essaie déjà de laisser poursuivre les études de ces gens, de s'épanouir déjà dans leur scolarité et de les booster au lieu de les rétrograder et de les démotiver. Il faut savoir qu'un jeune sur 4 sur la région de Bruxelles-Capitale n'obtient pas son CE16. Donc c'est dramatique, c'est-à-dire que la catégorie moins de 21 ans n'ont rien en main. Donc voilà. C'est plutôt un échec, politique et pas seulement Exactement, tout à fait. Merci Madame Saliha Raïs. On va faire une petite pause et on se retrouve juste après. Restez avec nous.
Le plus grand stock de carrelage en Belgique, c'est chez Brico-Rabat. Nous vous accueillons dans un nouveau showroom de plus de 3000 m². Notre équipe professionnelle est à votre disposition pour donner des conseils et vous guider dans tous vos projets. Retrouvez-nous rue Pierce, numéro 44 à Molenbeek. Plus d'infos 02 410 04 74. Prendre soin de son domicile, ce n'est pas toujours facile. Ménage et compagnie est là pour vous faciliter la vie. Professionnelle et sérieuse, nos aides ménagères s'occupent de nettoyer votre maison. Et grâce à la subvention de l'État, votre titre-service ne vous coûtera que 6,30 € de l'heure. Appelez-nous vite au 02 330 19 70. Vous recherchez un courtier proposant un service de qualité sur mesure. Mimoun Multifinance est votre expert courtier pour vos assurances, crédits et leasing. Nos experts se chargent également de vous conseiller en matière de crédit hypothécaire. Mais ce n'est pas tout. Mimoun Multifinance propose aux indépendants et entreprises des conseils et solutions adaptés à leurs besoins réels. Mimoun Multifinance, financez vos projets en toute confiance. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Besoin d'évasion ou simplement de changer d'air? Ramadatour est la solution pour tous vos voyages. Ramadatour vous assure les meilleurs prix du marché sur les vols réguliers vers le Maghreb. Monsieur M. Faraï et son équipe sont à votre disposition pour que vos vacances restent à jamais gravées dans votre mémoire. Retrouvez-nous dans notre agence à Laken, rue Marie-Christine 71, ramadatour.be. Femmes au pluriel avec vous et notre invitée, l'invitée de Femmes au pluriel d'aujourd'hui est Madame Saliha Raïs, qui est politologue et conseillère collaboratrice du premier vice-président du Parlement bruxellois, Monsieur Fouad Ahedar. Alors, on a parlé enseignement, on a parlé d'un règlement intérieur, on a aussi dit donc quelle est la procédure si on vit des situations de discrimination. Maintenant, on est un étudiant et on se retrouve soit en décrochage scolaire, soit doublé ou triplé. Et parfois, on fait appel à ce qu'on appelle le jury central. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le jury central? Et ensuite, quelle est la procédure et dans quelle situation on pourrait suivre donc, le jury central et aller passer ses examens au jury central? Donc, avant toute chose, le jury central, c'est une filière alternative pour accéder à un diplôme pour les étudiants qui ne trouvent pas trop leur place dans le circuit classique de l'enseignement. Bon, en d'autres termes, c'est que c'est un décrochage scolaire, c'est que l'élève ne veut plus suivre l'école, etc. Et au final, il se dit, bah, tiens, je voudrais quand même disposer de ce CESS. Donc, il va poursuivre ses études en passant par le jury central. Il faut aussi savoir que le jury central, c'est pas l'école, c'est-à-dire qu'il faut passer un examen où il y a plusieurs matières et il faut s'y préparer de façon autodidacte, ce qui pose problème. C'est-à-dire toute seule ou tout seul à la maison. Ouais, exactement. Il y a deux façons. Il y a l'enseignement à distance. Il faut payer une histoire de 37,50 € pour pouvoir avoir accès à des cours en ligne. Il faut savoir que ce n'est pas complet, donc il faut vraiment miser sur la motivation du jeune et à savoir s'en sortir tout seul. Ensuite, il y a les écoles privées. Mais là, on parle d'un budget de 1 000 € par mois pour déjà suivre ces cours-là. C'est des cours accélérés donnés par des profs, etc. Mais ce n'est pas accessible à tout le monde, donc c'est assez... ça vise un public plus aisé. Donc, il y a un véritable problème à ce niveau-là. J'ai su récemment qu'il y avait une ASBL, si je peux l'appeler une ASBL, qui a ses locaux à Poincaré, ça s'appelle Eureka, et qui prépare aussi les jeunes à passer leur jury central. Donc, c'est un concept innovant et aussi rassurant, vu qu'il dispose de prix démocratiques à ce niveau-là. Donc, c'est un véritable coup de pouce pour les jeunes qui désirent vraiment trouver un accroche au niveau de leur scolarité. Voilà, donc, ce sont les étudiants qui ne sont plus intégrés dans un cursus normal et qui peuvent, d'une manière autonome, autodidacte, passer des examens. Ils ont les matières et c'est à eux de travailler ça, peut-être avec des connaissances, avec des professeurs privés. Dans quel cas est-ce que... il y a aussi d'autres cas, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas suivi de cours ou un cursus normal ou a suivi juste les primaires
peut aller s'inscrire au jury central pour pouvoir passer les examens et avoir un diplôme. Tout à fait, c'est aussi le cas. Donc, on en voit de plus en plus aussi de personnes désirant achever en quelque sorte une parfaite scolarité. C'est très rassurant dans le sens où on voit que c'est une relance à ce niveau-là et qu'ils peuvent. C'est un sort de tremplin vers le monde du travail, vu qu'on exige de plus en plus des qualifications à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'on voit de plus en plus de personnes procéder, emprunter ce chemin-là. Donc là, vous touchez sur un point assez important. Oui. Alors, comment ça se passe? Vous l'avez dit, hein, on a les matières. On vous dit, voilà, vous devez savoir répondre à ces matières-là. Donc il y a un examen avec une date, etc. Ensuite, donc il y a aussi une délibération. Le jury central, c'est qui est derrière la délibée? Le jury central, ça n'a rien à voir avec le système scolaire classique qu'on connaît. Le jury central, c'est une instance aussi autonome qui fait partie de la communauté française, etc. C'est eux qui organisent cela. Ce sont des jurys autonomes, donc qui n'ont rien à voir avec le circuit normal et qui vont délibérer, juger, un jury qui vont juger si l'élève devant eux est apte à pouvoir bénéficier de ce certificat. L'examen lui-même et pouvoir délibérer de façon à ce que cet élève, ce futur diplômé, pourra bénéficier de son diplôme pleinement. Donc oui, mais il faut aussi préciser que c'est pas facile. Donc juste le fait de dire que oui, je vais passer le jury central tout seul, j'irai acheter mes livres et me concentrer sur la matière, c'est pas vraiment si évident que ça. Donc je sais qu'il faut une discipline, une motivation. Il faut se lever à 7 heures, commencer à étudier à 8 heures et répondre aux questions. Il y a toute une série d'exercices à faire. Et puis ensuite, il y a à faire corriger, je pense. Tout à fait. Ça, on est déjà dans la première possibilité. C'est la possibilité, c'est l'enseignement à distance, c'est-à-dire qu'on peut communiquer avec un prof par Internet qui pourra nous corriger nos copies, etc. Mais le programme n'est pas complet. Il est là le petit problème et c'est pour ça qu'il y a un essor des écoles privées qui n'hésitent pas à taper le prix fort pour encadrer ces jeunes-là. Mais bon, il faut avoir le budget pour pouvoir suivre ces cours dans une école privée. Alors le recours, on l'adresse à qui? D'abord, la première chose qu'on fait, vous l'avez dit... Le recours Le recours, oui. Le recours, donc c'est d'abord... le recours, c'était... Le jury central, il faut s'inscrire. Donc, il y a l'adresse sur le site web de la communauté française. Il y a toutes les informations à ce niveau-là, où s'inscrire quand il y a des sessions d'information, etc. Donc, je conseille vivement d'aller se renseigner sur le site web de la communauté française, jury central. Toutes les informations y sont disponibles. Du côté néerlandophone, c'est idem, mais pour la communauté néerlandophone, il y a aussi l'examencommissie, donc c'est le jury central néerlandophone, et qui procède de la même manière, en fait. Et on peut aussi venir vous voir pour avoir toutes ces informations. Tout à fait, vous êtes la bienvenue. Merci. Alors, parlons maintenant des parents. Oui. On a parlé des étudiants, des élèves. Maintenant, les parents, quelle est la responsabilité des parents dans le suivi scolaire d'une manière générale? L'implication des parents dans la scolarité de l'enfant est primordiale. Malheureusement, je déteste ethniciser ou racialiser certains problèmes liés à certains groupes, mais je suis obligée de le dire, mais dans notre communauté, c'est-à-dire la communauté maghrébine présente sur la région de Bruxelles-Capitale, il y a un manque d'intérêt, un manque d'investissement. Heureusement, il y a une nouvelle vague de parents, on va dire, plus branchés. C'est le sentiment que vous avez c'est le sentiment, oui. Vu les dossiers que vous Exactement. avez, ou bien les rapports C'est plutôt le terrain qui me fait voir cela. Pour vous donner une petite anecdote, l'histoire de la jupe, vu qu'il y avait 100 filles présentes, j'ai demandé aux filles d'appeler leurs parents. Sur les 100 personnes, il y a juste 2 parents qui se sont déplacés pour venir faire prévaloir les droits de leur enfant. Donc, c'était un petit aperçu de la mobilité, la mobilisation des parents lorsqu'il concerne le parcours de leur enfant. Donc ça, c'est problématique. C'est-à-dire que les professeurs ou la direction ont besoin d'un interlocuteur. L'interlocuteur n'est pas l'élève, c'est le parent. Lorsqu'il s'agit, il faut bien préciser, d'un enfant mineur. C'est le parent qui est responsable de cet enfant-là et qui peut débloquer des pistes avec
la direction ou le corps enseignant. Donc c'est très important. Si un enseignant ne voit que l'élève n'est pas suivi, il y aura des conséquences qui vont en découler. Donc, il y aura peut-être un laxisme au niveau de pouvoir discriminer cet enfant plus facilement, vu qu'on sait que le parent n'est pas derrière et qu'il n'y aura pas de répercussions à ce niveau-là. Sachant qu'il y a quelqu'un derrière, il y a déjà un bloc conforme, il y a déjà une discipline qu'on fera adopter également à l'enseignant. Donc ça, c'est vraiment important. Est-ce que ce n'est pas une histoire... une histoire de différence de mentalité? Est-ce que vos parents suivi vos études d'une manière... ou les miens, moi je sais qu'ils me faisaient confiance et ils pensaient que c'était moi qui devais gérer mon suivi scolaire. Ils avaient un rapport très respectueux par rapport aux professeurs, etc. Il fallait être poli, il fallait être... et eux, ils pensaient avoir tout fait en me permettant d'aller à l'école financièrement, c'est-à-dire vêtements, outils, enfin matériel scolaire et tout. Est-ce qu'il n'y a pas là-dessus quand même peut-être quelque chose à dire? C'est vrai qu'il y a une évolution des mentalités. Pour revenir à mes parents, les miens étaient très à cheval sur les études, c'est-à-dire que j'avais une mère et mon père également qui étaient très pointilleux sur les études, c'est-à-dire qu'ils étaient toujours derrière. Maintenant, il est vrai que quand ça dépend le profil d'élève qu'on a devant nous. Si un élève est très autonome, c'est vrai qu'on lui donnera plus de liberté pour poursuivre ses études tout seul. Mais dans le cas contraire, je crois qu'un suivi est plus que recommandé au jour d'aujourd'hui. Le suivi est différent. Le suivi devrait être différent, oui, parce qu'on est à une autre époque également. On exige beaucoup plus de l'élève aussi qu'avant. Donc, l'encadrement doit être plus centralisé sur l'enfant. Ça, c'est clair et net. Maintenant, c'est vrai qu'à un certain âge, vous me direz 17, 18 ans, est-ce que l'encadrement doit être toujours pareil? Il est clair que non. On doit un peu laisser du mou et laisser s'épanouir l'enfant dans sa scolarité, etc. Mais je pense que la place du parent dans la scolarité de l'enfant est primordiale, ne serait-ce qu'une valorisation de son enfant pour dire on croit toujours en toi, continue, accroche-toi, etc. Donc ça, c'est un facteur déterminant pour la réussite aussi de l'enfant. L'image que les parents ont de son enfant, c'est un boost parfois on s'en rend même pas compte. Les professeurs veulent avoir un contact direct avec les parents. Tout à fait. C'est le constat. C'est le constat. Ne fût-ce que de se présenter lors des réunions de parents, par exemple, et de ne pas avoir comme interlocuteur le grand frère ou la grande sœur. Ça pourrait déjà faciliter certaines choses avec les professeurs, se dire finalement on a déjà pu voir le parent de tel ou tel, mais c'est vrai que dans beaucoup d'écoles, les parents sont aux abonnés absents, c'est-à-dire qu'ils ne les ont jamais vus. Saliha, vous êtes aussi militante sur le terrain social. Exactement. Et que vous savez que parfois certains parents ne parlent pas la langue, ne parlent pas le français ou le néerlandais et qui sont gênés d'affronter le professeur et ils ont peur que ça soit préjudiciable pour l'enfant. Est-ce que ça vous est aussi... Oui, ça nous percute également, mais c'est pour ça que nous, du côté néerlandophone, on est pour le fait que les enseignants, par exemple, se font accompagner par exemple, une personne du milieu social ou autre pour faciliter le dialogue entre le parent et le professeur. Donc ça, on est pour cette forme de communication. Je connais des professeurs... Est-ce qu'elle existe dans toutes les écoles? Non, malheureusement pas. Donc, je vais vous donner un exemple. Dans l'enseignement néerlandophone, parfois, il y a des profs qui refusent catégoriquement de parler le français. Ne fût-ce que le français. On ne demande même pas de parler l'arabe ou autre, ne fût-ce que le français. Donc ça, c'est extrêmement frustrant. Nous, on se bat également pour qu'on arrête de créer des frontières linguistiques. Si c'est le bien-être de l'enfant qui est central, donc utilisons même le langage des signes pour se comprendre et pour faire en sorte que cet élève-là puisse évoluer de manière positive. Donc oui, ces barrières linguistiques existent. Oui, elles créent un handicap tant pour l'élève que pour le parent, mais il faut oser. Il faut oser faire le pas, se rendre vers l'établissement, ne fût-ce que par sa présence, de dire nous, on est là, on suit le parcours. Notre enfant, exactement. Le parcours scolaire. Exactement. Et regarder ses notes, pourquoi est-ce que vous avez donné
déjà pendant l'année et pas seulement à la fin de l'année quand voilà, exactement, pour ne pas devoir avoir... C'est un point important que vous relevez, ne pas de le faire dès le début de l'année et pas attendre la fin. C'est souvent le problème que je constate également, c'est que quand la bombe a explosé, que les problèmes se sont éparpillés un peu partout, que les parents se manifestent, mais c'est au début qu'il faut laisser des traces, c'est-à-dire quand l'élève a une note rouge ou quand l'élève a une remarque, c'est là qu'il faut riposter et prouver que j'ai écrit une lettre comme ça. Au final, on s'est également armé de preuves pour dire, ben voilà, on a répliqué à ceci, on avait réglé cela, parce que c'est souvent l'argumentation finale de la direction de l'école pour dire, ben écoutez, vu toutes les remarques qu'on a déjà faites et que vous n'avez pas réagi, ben on est obligé de prendre telle ou telle décision. Donc c'est un point très très important et à ne pas négliger. Alors autre chose, c'est que les parents doivent aussi savoir qu'il y a un conseil de parents dans les écoles et que tout parent peut y participer et même y être très actif. Tout à fait, très important également. Et on remarque également que pas beaucoup de parents veulent s'y impliquer. Pourtant, parce qu'ils ne pensent pas que c'est accessible. Ils ne pensent pas que c'est accessible, ils ne voient pas l'intérêt aussi, ou que l'école n'informe pas assez clairement à quoi cela sert. Ben, qu'est-ce que je ferais dans un conseil de parents? Qu'est-ce que c'est qu'un conseil de parents? Voilà, c'est exactement, c'est super important dans le sens où des parents de différents élèves de différentes années sont regroupés et où on discute des décisions à prendre ou de parler de manière générale de ce qui se passe dans l'école. Le fonctionnement, le voyage scolaire. L'idéologie elle-même, des changements, voilà, etc. Les activités qui s'y font. Exactement, le budget qui est aussi également très important. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années, quand j'étais encore en secondaire, et il y avait cette fameuse tendance d'interdire le voile dans les écoles. Et à l'époque, ça passait aussi par le conseil des parents. C'est-à-dire que si le vote était positif et négatif, ça allait avoir plus de poids pour interdire ou autoriser voilà, le voile. Comme les parents de confession musulmane étaient absentes, le vote est passé. Donc vous pouvez voir quelle importance et quel rôle ça peut jouer de ne fût-ce que siéger dans un conseil de parents dans les établissements scolaires. Donc un appel à tous solliciter et à siéger, ne fût-ce que... De se renseigner d'abord, parce que ça existe. Donc c'est un droit tout à fait... S'il n'y en a pas... ils ont le droit de l'exiger. Ils ont le droit de dire, voilà, on voudrait le créer. Exactement. Et comment ça se passe? Alors il faudrait contacter... Il faut en concertation avec la direction qui mettra donc... qui normalement devra convoquer plusieurs partenaires et les professeurs notamment, en discuter et créer cette plateforme qui est très, très facile à créer après tout. Voilà. Donc on rappelle que on peut vraiment participer à la vie, la vie scolaire de son enfant en connaissant mieux le fonctionnement de l'école, les professeurs et les activités, etc. On est plus concerné, je pense, non? Tout à fait, exactement. Tout à fait. Merci, Madame Saliha. L'émission Parole non femmes au pluriel, l'émission Femmes au pluriel touche à sa fin. Vraiment, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer cette émission? Je voudrais juste dire que la jeunesse d'aujourd'hui est en fait la relève de demain. Donc investir dans cette jeunesse-là qui passe par le biais de l'enseignement. Donc il ne faut pas négliger cette étape-là. Et parents d'élèves, s'il vous plaît, ne lâchez pas les combats, ne lâchez pas vos enfants. Faut savoir que la tâche de parent est très difficile. Donc déjà à ce niveau-là, il faudrait déjà dire chapeau bas pour ces parents-là. Et le combat s'annonce encore très difficile, mais il sera, Inch'Allah, accessible à tout le monde. Voilà. Et comment le faire? C'est avec un suivi? Un suivi accru, se renseigner. Il y a des associations qui sont disponibles pour ça. Enfin, il y a des politiques aussi qui ont des permanences chez qui vous pouvez vous adresser. Internet est une mine d'informations, donc n'hésitez pas à vous informer et taper à toutes les portes, c'est très important. Merci. C'est votre mot de la fin? C'est mon mot de la fin. Saliha. Merci à vous et merci mesdames et messieurs. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Femmes au pluriel. D'ici là, soyez heureux et heureuses et à très bientôt.